Salut les groupies, bienvenue à déjà ce 3e épisode du podcast Groupies de microbrasserie, bien sûr. Aujourd'hui, on est à Shefford, super belle journée. Shefford qui est considéré canton de l'Est, parce que oui. Oui, ça dépend. Oui, c'est ça, on n'est pas sûr. Hein? Canton de l'Est, Montérégie, bref. La ferme, brasserie rurale. Très content d'être là. On est avec Mara aujourd'hui, copropriétaire, femme d'affaires, gestionnaire de réseaux sociaux, s'occupe des ventes. Bref, 22 chapeaux. Ouais. Conjointe aussi. Ça, c'est de second plan peut-être. Non, mais... Donc voilà, fait qu'aujourd'hui, ben, on est là comme à l'habitude pour présenter cette brasserie-là, les artisans derrière. C'est quoi la vision d'entreprise, tout ça. Donc on va y aller sans perdre de temps. Là. Fait que voilà, merci d'avoir accepté l'invitation, premièrement. Merci d'être ici. C'est effectivement une belle journée. On ne savait pas trop à quoi s'attendre il y a quelques jours, mais ouais, voilà, on est confirmé. Très chanceux. Malheureusement, on est de retour en zone rouge. On a le droit d'enregistrer pareil, mais la terrasse va être fermée, malheureusement. Donc, on souhaite que vous allez pouvoir réouvrir le plus tôt sera le mieux avec la grosse saison qui s'en vient. Oui, effectivement. On a eu l'occasion de faire 2 week-ends juste pour dire qu'on ouvrait et malheureusement, on ferme. Momentanément, on l'espère. Oui, voilà. Mais sinon, les gens peuvent quand même acheter, commander des bières, venir les chercher ici, sur place. Oui, c'est ça. On vient de rouvrir notre boutique en ligne, là, qu'on ferme l'été, étant donné qu'on est ouvert quand même plusieurs jours par semaine. Ouais. Mais là, on vient de la rouvrir et donc on retourne à l'horaire de boutique d'hiver, donc samedi, dimanche, de 1h à 5h. OK, parfait. Donc, voilà, écoute, on parle de la ferme. C'est quoi ça? Ça a parti comment? Ça fait combien de temps vous existez? C'est qui les gens derrière le projet? Donc, je te laisse la place. Ouais. Mettons, ça fait combien de temps vous existez? Mettons qu'on commence par ça. Oui, alors, en fait, le projet a commencé en 2017 maintenant. C'est là où on a acheté la terre. Donc, c'est une terre de 105 acres. Sur laquelle il n'y avait absolument rien. C'était en foin. Bon, il y a 40 comme qui est défriché, puis un 50-60 qui est boisé. Donc, il n'y avait rien du tout, mais on voyait qu'il y avait quand même un certain potentiel. On habitait déjà le coin et lorsqu'on magasinait les terres, bien, ça, c'était la première qu'on avait spotée. Okay. Et c'est la première à laquelle moi, je tombais en amour. Mon copain aussi, là, Jonathan aussi, là, il aimait bien, mais bon, on a quand même fait nos devoirs, on a magasiné, mais c'est ce qu'on a acheté. Donc, en 2017, et la première, après être passé chez le notaire, la première étape, c'était de construire la houblonnière qu'on voit peut-être pas, mais qui est juste en bas là, du champ. Donc, on a une houblonnière d'1 acre, et c'est la première chose qu'on a faite là, au printemps. On a acheté en janvier 2017 et donc au printemps, là, quelques mois plus tard, on a commencé avec ça. Labourer, préparer la terre, planter 60 poteaux. On les a comptés chacun. On va aller prendre des photos tantôt, je vais les mettre pour montrer aux gens de quoi ça a l'air, la houblonnière, là, tout ça. Oui, et encore sur une photo, ça rend pas... pas que ça rend pas justice, mais on voit pas bien à quel point c'est grand, c'est haut surtout. C'était littéralement là, des poteaux de téléphone, là, donc des poteaux de 22 pieds de haut qu'il faut planter à au moins 4 pieds de profondeur. Okay. Donc, ça laisse 18 pieds là, en dehors du sol, sur lesquels on vient installer un treillis. Avec des hauts bancs comme les poteaux téléphones, là, donc vraiment des gros câbles d'acier et tout, pour venir soutenir, dans le fond, toutes les cordes qu'on plante à chaque année, 2 cordes par plan, pour faire grimper les plantes de houblon là, c'est ça, qui tu disais 18 pieds, ton houblon, il monte jusqu'à 18 pieds et plus. Ça dépasse là, par endroits, donc ça retombe un peu, puis ça s'enroule ou ça redescend un petit peu, là, mais... OK, génial. Donc, puis, culture personnelle, le houblon, est-ce que tu perds une année quand tu le plantes au début? Ou dès la saison suivante, tu es déjà en mesure de récolter quelque chose de satisfaisant? Ou... En fait, étonnamment, l'année même qu'on l'a planté, puis on l'a planté tard, là, parce que
On est à côté du mont Shepherd, comme on peut le voir. Ouais. Donc, c'est une terre de roches. Il y a beaucoup de roches. Donc, juste planter les 60 poteaux, ça a été tout un défi. Là. Au début, on avait une terrière. Puis, sur 60 trous qu'on a fait pour planter le poteau, je pense que c'est arrivé 1 ou 2 fois qu'on n'a pas pogné de roches. Okay. Donc, on était capable de faire un trou convenable. Sinon, on tombait tout le temps sur des roches. Fait que là, bref, ça pour dire que l'étape de monter toute la structure, ça a été très long. Fait on a planté les plants, il était rendu... On était rendu au mois de juillet, là, donc c'est quand même très tard. Mais malgré tout, on a 5 variétés, dont du cascade. Et le cascade, on a ramassé 4 ou 5 cocottes, je pense, là, comme l'année même. Là. Fait que là, on était tout contents, là, mais bon, à part les mettre dans un verre pour le fun, on n'a pas... La craquer, ça sent bon. Mais non, dès la nuit suivante, là, on a une petite récolte, mais quand même une récolte là, avec laquelle on a pu brasser. Théoriquement, un plant est mature après 3 ans. Donc, déjà, l'année passée, il était pas pire mature. Puis là, cette année, c'est sûr que ça va être une pour folle le fun, récolte. C'est quoi la première bière que vous avez brassée avec la première récolte de houblon? Te souviens-tu? Alors, la première brasse, ça, c'est arrivé en 2019. Parce que là, une fois qu'on a planté la houblonnière, faut faire la bâtisse, faut tout aménager. C'est ça, il n'y avait rien, là. Oui, non, c'est ça. Il n'y a absolument rien. Donc, en 2000... je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'est ça. En 2019, quand on a eu notre permis, la première brasse, ça a été la bière de table. Et donc, avec des houblons là, de la ferme, ça a été la première brasse. Super. Puis, t'avais-tu une variété de houblon dans ta bière de table, initialement? Ou tu avais déjà comme 5 variétés? Oui, donc c'est ça, on a 5 variétés, mais c'est pas les 5 qu'on met partout, non, forcément. Dans la bière de table, la première édition, je me rappelle pas. Je me rappelle pas ce que c'est, mais on dit que c'est le houblon du moment. Donc, la bière de table et la saison, là, c'est les houblons du moment. Donc, on voit qu'est-ce qui est disponible ou qu'est-ce qu'on a en trop qu'on peut mettre. De toute façon, évidemment, c'est pas le houblon, l'ingrédient qui chaîne. C'est ça, dans ces bières-là. Donc, évidemment, on en prend un là, qui a des caractéristiques intéressantes pour la bière, mais on en met en quantité suffisante, mais pas comme une IPA là, où c'est vraiment là où on en met un paquet. OK. Sinon, ben, on ne s'étendra pas là-dessus, mais vous êtes un couple dans la vie aussi. Donc, on parlait un peu avec Jonathan là, avant d'enregistrer, qui disait qu'il a brassé à la maison pendant comme 15 ans avant de finalement décider de faire le saut parce qu'il était complètement dans un autre domaine. Oui, c'est ça. Ingénieur, je pense, mécanique, il disait. Oui, lui était ingénieur. Il était chef de produit chez Prinote à Granby. Anciennement BRP, anciennement Bombardier. Là, donc, les dameuses, là, notamment, là, puis les véhicules hors terrain. Moi, je suis avocate. Donc, les deux, on n'avait pas nécessairement prévu faire ça dans la vie. Là. On avait nos carrières, puis on était content avec ça. Mais finalement, il faut croire que Jonathan était un petit peu moins content à un moment donné de sa job. Là. Il trouvait qu'il avait fait le tour, puis ça lui prenait d'autres défis. Il se voyait... En fait, il s'était toujours vu entrepreneur, puis lancer une entreprise. Ça n'avait juste pas à donner. Mais là... C'est comme s'il y avait la job, puis il y avait une passion qui était la bière, finalement, puis là, il y a les deux en même temps. Exact. Ça faisait, c'est ça, plus de 12 ans qu'il brassait là, au moment où on a lancé ça. Puis, on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'attache vraiment, donc ça c'était le moment de le faire. On avait fait quelques voyages... autant au Québec qu'ailleurs sur la planète. Puis moi, j'aime beaucoup le vin. J'aime visiter les vignobles. J'entends la bière. Et donc, ensemble, on a fait certains voyages où on visitait soit des vignobles, soit soit des fermes brassicoles, soit des houblonnières, là, notamment en République tchèque. Oui, puis
là, ça nous a comme donné un peu le goût. D'aller voir comment ça se fait là-bas, puis tout ça. Puis en fait, l'ampleur de de faire un projet de cette nature-là, où on aurait notre domaine, entre guillemets, là, mais bref, une terre où on vivrait et où on travaillerait aussi. Là. C'est sûr que quand tu visites des vignobles, là, ça fait rêver. Là. Il y en a qui sont vraiment hot, vraiment ça coche. Puis bon, ça m'a donné des idées de grandeur. Je suis comme, oui, nous aussi, on est capable de faire ça. Ouais. Donc, c'est un peu ça qui a été, disons, qui a initié le projet. Oui, un déclencheur. Oui. Une petite étincelle qui manquait. On s'est dit, achetons une terre. Jonathan veut faire de la bière, on va faire l'agriculture d'ingrédients qu'on va transformer en bière. Ouais. Je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main, là, les fermes brassicoles au Québec. Je pense que oui, ouais. Donc, on s'est dit, plutôt que juste être une brasserie parmi tant d'autres, il y en a déjà beaucoup au Québec, on s'est dit, OK, non, on va faire différent, puis on va faire quelque chose qu'on pense dans lequel on va triper. Oui, voilà. Puis c'est une façon d'être conséquent aussi avec ses valeurs, j'imagine, en termes de savoir, ce qu'on met dans la bière, d'utiliser des produits locaux, tout ça. Puis il n'y a pas plus locaux que ça, là, dans le sens que ce qu'on dit avec Jonathan, c'est tu vois un peu de la racine au verre, là, finalement, ou de la plantation jusqu'au verre. Fait que de suivre ce processus-là, je trouve ça intéressant. Puis je me demandais aussi, je ne sais pas si tu peux répondre, mais dans le choix de ce qu'on va planter, pourquoi planter du seigle plus qu'autre chose, mettons? Je vais commencer avec le houblon, parce que ça, c'est plus facile à répondre. Donc, avant de décider là, les variétés qu'on allait planter, évidemment, il faut que ce soit des variétés qui sont accessibles dans le sens auquel on a accès. Les variétés d'Yakima sont bien le fun, mais de un, sont dans l'Ouest, donc pas nécessairement acclimatées chez nous. Ouais. Et de deux, surtout, c'est toutes des variétés qui sont brevetées, donc auxquelles on n'a pas accès. Ah. Alors, déjà là, ça limite considérablement le choix. Ouais. Mais bon, il reste après ça plein de variétés. Donc, on a fait des infusions d'un paquet de variétés qui nous semblaient intéressantes et qui semblaient, selon les specs, là, si on veut, propices à notre climat. Un climat qui est quand même quelque chose. Un climat qui est plus froid, plus pluvieux que l'Ouest américain, ou que l'Australie. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est pour le houblon, donc les 5 variétés qu'on a. Après ça, ce qui est dans le champ, c'est vraiment des considérations pratico-pratiques, là, pour vrai, là, qui fait qu'on a mis du seigle l'année passée et qu'en ce moment, on a du blé. Okay. La première année, on a essayé avec de l'orge, parce que c'est quand même l'ingrédient souvent principal base, des bières. Et ça a été un printemps de marde. Okay. Et l'orge, c'est quand même une des céréales les plus difficiles là, à cultiver. C'est une céréale pour laquelle il faut rentrer quand même assez tôt au champ, là, au printemps, puis la semer rapidement, parce que si tu la sèmes plus tard, tu as des risques de maladies. En fait, tu as plus de risques de maladies parce que la céréale vient à maturité plus tard là, dans l'année. Donc, on veut ramener ça le plus tôt possible. Bref, on a essayé. C'est un printemps vraiment pluvieux, froid. Donc, tout ça pour dire que ça a levé un petit peu, mais ça n'a jamais donné de récolte. Donc, on a tout scrappé ça. Puis on était comme, bon. Oui, en plus... c'est capricieux, de l'orge. Oui, mais il faut dire qu'on est bio. Hein? On ne l'a pas mentionné, mais on est une ferme bio. Génial. Autant le houblon que les champs sont bio. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas mis du Roundup à grandeur pour éliminer le foin qu'il y a initialement. On a labouré puis on a travaillé la terre, mais c'est jamais ça comme... Ressort, là, ouais. Donc, la première année, forcément, la mauvaise herbe était vraiment plus forte que l'orge. Donc, raison de plus pour pas que ça marche. Ça pour dire ça. Beaucoup de facteurs qui ont fait que finalement, cette récolte-là... C'est à oublier. T'es comme, bon, travaillons le champ différemment, puis... amenons-le tranquillement à devenir plus productif, notamment avec de l'engrais vert, tout ça, mais en plantant d'autres choses. Là, on sait que dans les bières, il n'y a pas juste de l'orge, il peut y avoir du seigle notamment, du blé. Alors, on s'est tourné vers le blé, mais le blé d'automne.
Okay. Donc, une fois qu'on a récolté ce qu'il y avait, bien, pas récolté, mais qu'on a fauché là, tout ce qu'il y avait dans le champ là, d'orge, là, initialement, on l'a tout remis dans la terre. Ça aide. Là, ça a servi d'engrais au moins, minimalement. Et donc, à l'automne, on a semé de l'orge, du seigle, mais du seigle d'automne. Et la beauté de ça, c'est que tu sèmes à l'automne, là, ça pousse un petit peu, là, ça tombe en dormance l'hiver, puis au printemps, bien, ça repart tout seul. Okay. De sorte que si tu as un printemps qui est un peu plus difficile, plus vieux, plus froid, quoi que ce soit, bien, toi, avec ta machinerie, tu n'as pas besoin de rentrer dans le champ tout de suite. La céréale va pousser toute seule. Et donc, c'est ce que ça a fait. Alors, on a eu notre première récolte de céréales l'année passée, c'était le seigle. Et à l'automne, on a refait la même chose. Donc, on a choisi une céréale d'automne pour les mêmes raisons. Donc, et c'est du blé qu'on a semé, qui a poussé un petit peu, qui est tombé en dormance et qui est reparti en grande forme au printemps cette année. Et c'est ça ce qu'on va récolter à la fin de l'été. Donc, on espère que les conditions vont demeurer et qu'on va avoir une belle récolte à l'automne. Absolument. Ça c'est ce que tout agriculteur souhaite à toutes les années de sa vie. Oui. Mais mais non, pour vrai, le champ est super vert. Alors que partout, c'était brun, beige, jaune. Nous, ça pop et vert tout de suite au printemps, après la fonte. Fait que pour l'instant, ça se passe bien. On se croise les doigts. Oui, voilà. Donc, on allume un petit lampion pour vous autres. Donc oui, le choix des céréales, tout ça. Dans l'investissement que ça demande, parce qu'en termes de temps puis de main-d'œuvre, bien, puis là, ça n'enlève rien à personne, là, mais acheter une poche de grains qui est prête ou le planter, l'entretenir, le récolter, tout ça, tu sais, en termes d'investissement de temps, tu sais, je sais pas si la question est bonne. Est-ce que c'est rentable, entre guillemets, de faire ça? Tu sais, tu connais la provenance, tu as un contrôle sur ton produit, tout ça. Il y a plein d'avantages, mais d'un point de vue financier, parce qu'il y en a un enjeu financier aussi, est-ce que c'est rentable pour vous de cultiver vos céréales puis de les utiliser versus les acheter déjà prêtes d'un fournisseur X? Oui. Bien, oui, absolument. Puis pas juste d'un point de vue purement économique. Là, d'un point de vue économique, on se ramasse quand même avec quelques tonnes de céréales. Là, fait que, on en a pour un petit bout, puis c'est ça de moins qu'on achète. C'est sûr qu'on ne sera jamais 100% autosuffisant, là, parce qu'une terre de 105 acres, bien, ça ne permet pas de produire les ingrédients pour brasser toute une année. Là. Ça, donc, mais l'idée, c'est qu'on exploite au maximum la terre qu'on a. Ensuite, qu'on achète de producteurs locaux le plus possible, bio le plus possible. Puis là, si là-dedans, on ne trouve pas, là, on va un petit peu plus loin. L'idée à la base... quand tu fais de l'agriculture, c'est un peu comme le vin. Tu veux faire des produits du terroir, des produits qui goûtent bien, les ingrédients d'ici, pas nécessairement des ingrédients achetés d'ailleurs. Donc, je pense qu'on a chaque brasseur est fier de brasser les bières qu'il brasse. Nous, on a évidemment cette fierté-là, mais je pense qu'on a une fierté qui est un petit peu différente en ce sens où on brasse notamment avec les ingrédients que nous, on cultive et dans lequel nous, on met beaucoup de temps, d'efforts, d'argent, oui, au début là, pour acheter la terre, mais après ça, bon, une fois que tu as la machinerie, ça, comme... Après ça, ben oui. Ça s'amortit. C'est du temps, c'est de l'amour, c'est bon. Donc, d'un point de vue purement économique, c'est comme oui, où ça va, mais je pense qu'on... C'est rentable. Moi, c'est ça, plus pour les autres volets là, que ça apporte, dont, comme je te dis, là, la fierté un peu différente sûrement là, qu'on a là, de brasser avec des ingrédients de chez nous. Là. Absolument. Puis dans un des autres points aussi qu'on a abordé tantôt, mais je pense que tout le monde met la main à la pâte, dans le sens que c'est pas parce que je travaille à servir des bières que je pourrais pas... Je pense que les gens vont aider justement à travailler dans les houblonnières puis tout ça. Ça fait partie du critère d'embauche et je crois que ça fait partie aussi de l'intérêt des gens à venir travailler chez nous. C'est... oui, tu es embauché comme brasseur, comme aide-brasseur, comme caissière à la terrasse ou boss boy, mais
on souhaite, bon, évidemment, on ne peut pas imposer rien, mais ça, c'est vrai partout, là. Mais on souhaite que les gens aient aussi l'intérêt puis le goût de faire certaines tâches agricoles. Puis, c'est pas à tous les jours, puis c'est pas à toutes les semaines. Il y a un rush au printemps, c'est ça, il y a un rush à la récolte. Et encore, il y a certaines tâches là, agricoles là, qu'on donne à forfait, notamment la récolte. Là. On n'a pas investi $1 demi-million dans une batteuse. Oui, je comprends. C'est un voisin là, qui fait ça. Oui, exact. Là. Si on avait 500 acres, peut-être là, que ça vaudrait la peine, mais à 100 acres, c'est sûr que ça ne vaut pas la peine d'une part là, pour l'investissement, puis d'autre part, ça prend quand même une certaine expertise, un certain savoir qu'on prétend absolument pas posséder à l'heure actuelle. Oui, voilà. On travaille avec des agronomes pour la culture et tout ça. Et veut pas, on développe, on lit, on s'informe. Puis on développe des compétences, des connaissances tranquillement, pas vite. Puis sinon, en attendant, d'utiliser les forces de chacun aussi, de dire, justement, d'être assez humble pour dire, moi, je ne l'ai pas, ce credo-là. D'aller chercher de l'entraide, d'aller chercher les bonnes personnes qui vont nous aider. Il faut. Que ce soit un gentil voisin agriculteur qui vient nous aider à récolter, puis tout ça, ou qu'on paye, ou peu importe. Mais bref, ça fait partie, je pense, du lien aussi de la communauté, puis de créer quelque chose, dans... Absolument. Il y a vraiment un sentiment d'entraide qui est très fort. Ouais. Moi, je suis une fille de la ville. J'ai vécu toute ma vie ou presque à Montréal. Puis c'est pas nécessairement quelque chose auquel on pense, d'aller voir son voisin quand on a de l'aide à Montréal. Alors qu'ici, ça semble assez naturel. Je m'adapte encore, mais ça va. Fait que tu as quitté Montréal juste avant de... Tu as quitté Montréal en même temps que vous avez parti le projet ici? Vous étiez déjà dans la région? Non, qui prend mairie, prend pays. C'est un peu ça qui est arrivé. Quand j'ai rencontré mon copain, c'est là où j'ai fait le move. T'es rapatrié. À Shefford, oui. Okay. Génial. C'est une belle région, là, écoute, on va se le dire. C'est magnifique. J'étais déjà ici presque tous les week-ends, soit pour du ski, soit pour du vélo de montagne, donc ou du vélo de route. Alors, j'étais comme, c'est un beau coin, je suis capable de faire ça. Fait que fille de plein air aussi, fait que ça se... Fille de sport, okay. oui. Okay. Ça inclut du plein air aussi. Oui, c'est ça. C'est bon. Qu'est-ce qu'on boit? On commence tout ça? On peut. Parce que voilà, on aime ça présenter parce qu'il fait chaud, parce qu'on a soif. Il fait chaud, on a un peu soif, donc... Oui, alors ici, j'ai une petite glacière. Laisse-moi voir ce que j'ai. Écoute, je sais que tu étais chez Canton Brasse il n'y a pas si longtemps, alors... oui. Commençons avec avec la collabo là, qu'on a faite tout récemment là, et qu'on a sorti la semaine dernière. Oui, c'est tout frais, là. Ça a été embouteillé il y a une semaine à peu près. Un petit peu plus, mais on l'a sorti, c'est ça, on l'a sorti là, la semaine dernière, vendredi dernier, là, c'était à l'occasion du 2e anniversaire de Canton Brasse. Donc, ça, c'est le fun, là. En Estrie, on a quand même beaucoup de brasseries. Puis on est tous amis. On est des grands amis de Robin qui sont à littéralement 7 minutes de route d'ici. Là. Qui risquent d'être les prochains. Scoop. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pendant que tu ouvres ça, j'en profite pour faire un retour sur le podcast avec Canton Brasse. On avait abordé justement cette collabo-là qui était à venir pour le 2e anniversaire. Donc, on était comme une semaine ou deux trop tôt. Parce que oui, on avait envie d'y goûter et tout ça. Bref, je suis retourné à Canton Brasse la semaine dernière pour le 2e anniversaire, tout ça, chercher quelques belles quilles et nécessairement pour boire cette collabo. Donc, j'y ai goûté, mais en fût la semaine dernière, c'est très bon. Donc, j'ai hâte de voir. Des fois, il y a une petite différence en bouteille. Donc, voilà, merci. On goûte à ça. T'en veux-tu aussi un petit peu? T'as le droit. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette bière-là? C'est pas au nez. Tu détectes-tu quelque chose? Tu la connais déjà. Fait que... Hey, moi, ça, là, c'est une affaire qu'il faut que j'essaye d'assumer, tu sais. Puis,
Je sais pas. Je pense que j'ai un goût qui est dérangé parce que des fois, j'identifie des trucs qui sont pas là, tu sais, mais... Ben, vas-y comme tu le sens. Ben écoute, on le sent que ça va être acidulé, tu sais, d'emblée, là. Ouais. C'est un petit côté lactique. Fait qu'il y a une belle effervescence. Là. On a voulu ça... En partant, c'est bien super gazé. clean, là. Je sais pas si on le voit Ouais. bien, mais... Donc, dans le fond, ça, c'est une saison. Une saison avec 30 ou 35 de seigle. OK. Du seigle de chez nous. Yeah! De l'année passée. C'est une saison surette. On a mis un petit peu de lacto là-dedans. Surette, mais accessible pour les gens qui ont peur, là. Oui. Il y a des gens qui ont peur des sûrs. Moi, je suis capable d'en prendre en maudit, là, mais... Non, c'est... Chacun ses goûts, là. Oui. Puis, tu sais, faut accepter là, que c'est pas... que c'est pas tout le monde qui aime les bières surettes. Mais ça, c'est... Il y a une petite pointe de surette, mais c'est pas trop. Oui. Donc, saison avec du seigle, un petit côté surette, avec les lactos. Donc, des lactos, en fait, c'est un... Il y a un mix de levure, puis il y a des lactos aussi. Puis les lactos, c'est celles que quand on brasse, pas privilégie, mais en tout cas, une de celles qu'ils aiment bien, qu'ils utilisent. Et donc, le tout était aromatisé avec du mélèze et de l'armoise. Donc, des pousses de mélèze, des pousses d'armoise. Ces pousses-là ont été cueillies minutieusement et amoureusement par JS, Jean-Sébastien Alix, qui est brasseur chez nous. Ah, d'accord. Et donc, lui, il a beaucoup cultivé, puis il aime beaucoup essayer des nouveaux trucs, découvrir des nouvelles plantes. Donc, il a cueilli ça l'année passée. Il a mis ça au congélo. Il a fait sécher ça, puis il a mis ça au congélo. Donc, quand on faisait du brainstorming sur qu'est-ce qu'on allait brasser ensemble, c'est là où il s'est dit « Ouais, non, j'ai ça chez nous, là, ça pourrait être intéressant. » Donc, voilà. C'est très frais, c'est très rafraîchissant. Définitivement une bière de soif. Combien de pourcents? Bien, quand même proche de 6. OK. Elle est à 5,8. Mais on le sent pas. Ça se boit comme une 4. Oui, c'est ça. Honnêtement. On le sent pas, puis c'est... le petit côté de saveur boréale, ça fait que c'est très... comme un peu mentholé quasiment, mais c'est bon. C'est pas du... Plus que ça va, plus qu'il ressort. Puis, je sais pas si c'est inscrit ou c'est moi qui n'ai pas porté attention, tu sais. Mais quand je la goûtais avec Marie, ma partenaire, avec Steven, à Quand on brasse, puis tout ça, tu sais, j'étais comme « Ah, c'est... » Il y avait un côté, justement, herbacé, là, le côté boréal, comme tu dis, qui était présent, mais je savais pas qu'il y avait du mélèze. Là, je suis comme, ah, OK, c'est comme s'il manquait un morceau de l'équation. Ben, c'est ça, on goûte un résineux. Là, on goûte, ouais, donc, voilà, oui, c'est effervescent, c'est relativement sèche, ça descend super bien. Voilà, mettez la main là-dessus. Assez bien distribué quand même là, dans la région, en tout cas, à l'extérieur. On vient de commencer la distribution, donc ça va être chez tous les bons détaillants qui le commandent. Voilà. Mais non, on a un bon nombre de caisses, là. Alors ça va aller dans le réseau. Évidemment, ça ne durera pas longtemps. Là. C'est comme tout collabo qui se respecte. C'est une batch, puis après ça... Ben, voilà. Ouais. Mettez la main là-dessus pendant qu'il est temps. Puis, tu sais, honnêtement, avec les 4 jours de beau temps qui s'en vient, clairement, ça va de soi. C'est un choix à faire, selon moi, mais bon. Oui, c'est ça. En fait, elle est disponible en fût chez Quand on brasse. Ils ont quelques kegs. Nous, on a quelques kegs et sinon les bouteilles. Là, Génial. Donc, on va essayer de ne pas en oublier tantôt en partant. Sinon, je voulais dire quelque chose, puis ça m'a... Sinon, Mathieu, as-tu eu la chance d'y goûter? Mathieu qui est dans l'ombre. On va en profiter pour le remercier parce que... On m'a très bien vu, je pense, aller me servir, déguster. C'est vrai, t'es venu te servir. Absolument. En plein dans le plan large, en tout cas. Mais non, voilà, je ne l'ai pas dit d'emblée, mais nécessairement, Mathieu puis Mediaspec, sans qui la qualité du produit final serait vraiment pas la même. Puis on a bien du fun à faire ça, en tout cas.
jusqu'à maintenant. Un super beau projet. Oui, absolument. Fait que un gros merci, Mathieu, d'être là encore une fois, d'avoir fait un beau setup pour nous aujourd'hui. Donc voilà, fait que Collabo, quand on brasse, mettez la main là-dessus, c'est super bon. Tant qu'à y être, parlons de Collabo, tant qu'à être là-dessus. Tu me corriges si je me trompe, donc Collabo avec Robin, avec 11 comtés. Donc Robin à la ferme, 11 comtés à la ferme. J'en ai vu une passer, il y avait une collabo. On se casse pas le basic, hein? Comment? Ben écoute, voilà, ça dit ce que ça a à dire. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, donc voilà, puis tu en as parlé un peu tantôt, tu sais, d'essayer de collaborer avec des agriculteurs, des producteurs de la région le plus possible, puis tout ça. Donc voilà, y a-tu d'autres partenaires qu'on n'a pas nommés? Tu sais, je sais qu'il y avait une bière avec du sirop d'érable, je pense que vous aviez pris un acériculteur. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça le mot que je cherchais, un acériculteur de la région. Oui. Ça, c'était la Gawette à la ferme. Gawette, c'est Jason Gawette, qui est proprio de 3 IGA là, dans le coin, dont à Granby notamment, qui est un grand épicurien. J'allais dire épicurieux, non? Ben oui, curieux, j'aime ça. Ouais, donc, alors ça, c'était comme une grosse stout avec du café que lui avait fait, que lui avait importé. C'est du café vert et qu'il a affiné avec son équipe dans des fûts de... Je ne veux pas dire de bêtises. Bourbon ou whisky, là, un des deux. Donc, après ça, ils l'ont torréfié et tout. Et donc, c'est ces grains-là de café qu'on a pris là, pour faire cette stout-là. Et il y avait également du sirop d'érable qui vient de l'érablière Boubou, ici à Shefford. Donc, c'était quelque chose de corsé, très savoureux, très aromatique. J'ai pas goûté, malheureusement. Oui, non, c'est ça. Elle n'a pas duré longtemps, celle-là. Ben, c'est ça, voilà. Puis sinon, il y a une sûre à la Camerise aussi. Les Camerises, ça vient de... Les Camerises viennent de Sainte-Cécile de Milton. Alors, c'est un producteur qui est là depuis... en fait, je ne sais pas depuis quand, mais... ça fait longtemps, je pense. Il a une super belle ferme avec beaucoup de variétés de Camerises. L'été passé, on est allé... en fait, mon copain, il va régulièrement, là, Jonathan, là, pour jaser avec, justement, aller chercher les Camerises et tout. Mais l'été passé, justement, on voulait essayer d'autres variétés pour mettre dans notre sûre Camerise. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait plusieurs variétés de Camerise. Pour moi, c'était comme la Camerise. Ouais, non, c'est n'importe quel fruit sur la planète, tu vas avoir un paquet de variétés. Puis la Camerise, il y en a. Il y a beaucoup de variétés. Manuel qui s'appelle, lui, il y en a quand même plusieurs. Et donc, on est allé les goûter, justement, pour voir, pour choisir là, le mix là, qu'on voudrait là, pour les prochaines batches. Mais c'est tellement bon de la Camerise. C'est un petit bleuet, un petit peu plus long, acidulé, mais très, très savoureux. Oui, vraiment. Puis est-ce que j'imagine qu'il y a des variétés de Camerise qui sont plus ou moins surettes que d'autres? Oui, absolument. Plus ou moins sucrées, plus ou moins surettes, plus ou moins goûteuses, là, carrément. Voilà. Fait que tu peux faire des mix puis essayer de trouver un équilibre là-dedans selon ce que tu veux comme produit puis tout ça. Oui. C'est ça. Il y en a qui sont comme plus... qui ont comme plus de tanin dans les peaux, d'autres un peu moins. Fait on veut de l'acidité, on veut le petit côté tannique des peaux là, qui se ramassent dans la bière. Mais on veut le goût aussi, un goût savoureux là, de Camerise qu'on retrouve aussi dans la bière. Fait que, un peu tout ça. Es-tu prête pour ça? Je peux... On peut. Libre à toi. C'est toi qui es boss, t'es à la glacière. C'est être de ton côté. Je sais pas. Peut-être que j'avais soif, j'ai bu trop vite. Là. Faut leur faire. Ou sinon, on peut prendre une autre gorgée. Non, vas-y. On est parti. Là. Ben là, tant qu'à parler de ça. Alors, voilà la Camerise. Donc, on peut-tu parler du branding? Certain, on y va. Branding. Oui,
je tiens à le mentionner. En fait, il y a 2 personnes principalement que je veux mentionner pour le branding. Là, je vais être totalement chauvine. Là, on capote sur notre branding. On aime beaucoup le logo, l'orange, tout ça. Alors ça, c'est Polygraphe à Montréal. Une petite boîte là, de design qui a fait le branding, qui a fait la grille d'étiquette. On retrouve tout le temps là, le nom sur le côté. C'est assez épuré. C'est comme la bâtisse. Ils sont toujours reconnaissables aussi. Là. Je veux dire, si tu rentres dans un magasin spécialisé de bière et tout ça, en tout cas pour moi, peut-être parce que je les cherche déjà, mais je veux dire, c'est facile de les voir puis de reconnaître les produits aussi. Puis le branding sert à ça, entre autres. Là, c'est réussi, puis assez sobre comme branding. Bien, épuré. C'est ça. Voilà. C'est épuré, c'est blanc. Sauf les étiquettes collabo, là, justement, on change un petit peu la grille, mais pas trop. Ouais. Puis, mais pour dire que c'est ça, les étiquettes Polygraphe, donc ils ont fait des petits dessins de Camrys pour qu'on voit c'est quoi, parce que souvent les gens se demandent qu'est-ce que c'est, Donc, ça ressemble vraiment à ça. Donc, ça, c'est Polygraphe, comme je dis, là, qui fait le gros de notre... qui fait tout le branding et qui fait le gros de nos étiquettes. Mais on travaille aussi avec Amélie Roy, que je crois tu connais. Ben oui, toi. Je la connais pas, mais de réputation, on va dire. Ouais. Quand on brasse, en a parlé. Tiens, je te laisse... Donc c'est ça, on a travaillé aussi un peu avec... belle couleur. Ça. Une petite mousse rose, c'est toujours invitant. Donc c'est ça, si on regarde l'étiquette quand on brasse à la ferme, ben tu sais, quand on brasse, travaille avec Amélie. Nous aussi, on travaille un peu avec elle. Donc, ça allait de soi que c'est elle là, qui allait faire le logo pour ça. Donc, c'est elle aussi qui a fait ce magnifique dessin. Là, on la goûtera pas, ou oui, mais la lager de seigle, dans le fond, ça c'est notre étiquette de lager de seigle. Ouais. On la trouvait, moi, je la trouvais tellement belle. Là. Les petits brindilles, on voit... Ouais. C'est du seigle et ou du blé et ou la céréale que tu voudras, mais avec la petite cabane, on trouve ça tellement beau. C'est délicat, mais c'est délicat, mais c'est très représentatif aussi. Encore là, il y a vraiment un lien entre chacune des images, les logos, les... Oui, non, moi, c'est je veux dire, même si c'était pas marqué la ferme... Oui, ça, je t'écris ici. Non, mais je l'aurais su, dans le sens que pour moi, je l'associe déjà, à votre brasserie, finalement. Oui, non, c'est ça. Réussi, elle nous connaît bien. Elle nous connaît bien. Là, son copain David a travaillé avec nous pendant un bout. Là, alors, c'est sûr qu'elle nous connaît bien. Elle connaît bien la ferme. Puis elle connaît effectivement la petite bâtisse. Oui, voilà. Écoute, au nez, ça sent, c'est presque confituré. Là. Je vais finir mon petit verre de saison. Si t'en veux, toi aussi. Mais avec la sur-Camrys, on met, on le voit avec la couleur, là, on en met un paquet. Là, ça... Bien, belle place pour le fruit, là, définitivement. Oui. Donc, bière sûre, c'est un kettle sour. Là, ouais. Donc, suré en marmite. À la marmite. C'est ça. Et ensuite, refermenté sur des Camrys. Oui, un paquet de Camrys. Les Camrys entières. On travaille les fruits entiers. Pareil pour l'Aublon, d'ailleurs. D'habitude, la grande majorité des brasseries achètent des pellets. C'est comme ça que le houblon est vendu. Nous, on a la chance d'avoir des houblons en feuilles, en cocotte entière. Puis on les garde comme ça. Là, on les fait sécher, on les presse sous vide et on les congèle. Fait que, c'est bon. C'est bon pendant des mois. Alors, c'est ça, on travaille les fruits entiers puis le houblon entier. Quand ils viennent chez nous, là, après ça, quand il faut qu'on puis, achète ton houblon entier, l'avantage... En termes de résine, en termes de il y a un nom pour ça, c'est la lupuline, je me souviens plus. Oui, la lupuline, là, voilà. Ça, c'est le petit jaune à l'intérieur. Ouais. C'est sûr que
ça, c'est des huiles essentielles là, qu'on va surtout chercher là, dans le houblon, ça, puis le côté aromatique. Puis quand tu travailles le houblon dans une machine pour faire des pellets, là, les petites granules, pour arriver à ta granule, tu presses le houblon, tu le déformes là, littéralement. Et ce processus-là, à moins qu'il y ait de nouvelles machines ou une nouvelle façon de faire, là, mais ça vient chauffer le houblon. Donc, ça vient dégrader un peu, beaucoup, là, c'est selon. C'est ça, le côté des huiles essentielles du houblon. Donc, t'en perds un peu, pas des tonnes, là, mais t'en perds un peu. Nous, on a la matière première puis on a la place pour le stocker entier. Donc, c'est sûr qu'on ne se pose pas de questions avec ça. Génial. Puis, ça me faisait penser à ça. Tu parles d'espace. Est-ce que vous produisez à pleine capacité actuellement ou il y a encore de l'espace à augmenter cette production-là sans dénaturer le projet non plus? Là? J'imagine que le but, c'est pas de... Comme dirait Mathieu, de 11 côtés, le but, c'est pas de conquérir le monde, là, tu sais, puis de... Oui, non, c'est ça. On est une ferme familiale et on veut garder ça. On a 150, on n'en a pas 300, donc... Il y a des limites, là, clairement. Oui, c'est ça. Puis notre système, c'est un 10 BBL. Donc, on brasse avec ça. On n'a pas l'intention de changer. On a des fermenteurs de 20 BBL. On en a 2 de 10. Ceux-là, on va probablement... Dans un avenir... Oui, c'est ça. Les changer pour des vins, juste pour augmenter la capacité de fermentation. Parce que en ce moment, je te dirais qu'on est à pleine capacité des fermenteurs. C'est sûr qu'on peut brasser plus, mais là, on n'est pas capable de stocker la bière là, pour la fermenter. Donc, on est à pleine capacité du système actuel avec les fermenteurs actuels qu'on a. Mais c'est ça, comme je dis, là, on peut encore augmenter un peu, mais pas des tonnes. Là. On est limité de par l'environnement et l'équipement. C'est correct, à partir du moment où c'est viable, justement, puis tout ça, parce que on a parlé, là, mais tout le monde a des comptes à payer, puis tout ça, mais après ça... Oui, non, c'est ça. L'idée, c'est de vivre confortablement, entre guillemets. Là, après ça, chacun définit le mot confort à sa guise. Ouais. Mais, on excluant la personne qui parle, mais non, Jonathan a réfléchi le projet, puis on l'a conçu en fonction de ça, là, pour qu'il y ait une limite, une limite de production qu'on ne dépasserait pas parce qu'effectivement, on ne cherche pas à conquérir le monde. On veut que ça reste familial, on veut que ça reste local, de terroir. Donc, Génial. Puis, je pense que j'ai commencé à l'aborder tantôt, mais justement, en termes de distribution, est-ce que vous vous concentrez sur la région? Le but, c'est d'essayer, même, quitte à envoyer des micro-quantités, d'essayer d'en envoyer un peu partout au Québec, où il y a des régions que, non, on se rend pas là parce que whatever, c'est trop loin, puis j'en ai pas assez, de production. En fait, je peux dire qu'on se rend à peu près partout, là, en termes de région du Québec, notamment la Gaspésie. On a de la capacité là, pour avoir X nombre de détaillants avec le volume de bière qu'on produit. Donc, tant qu'on est capable de fournir, on prend des détaillants, même s'ils sont plus loin, mais on les choisit aussi. On veut pas des détaillants qui seraient peut-être moins en ligne avec soit nos valeurs, ou qui sont moins axés sur le service à la clientèle. On veut des détaillants qui nous connaissent minimalement, qui savent qui on est, ce qu'on fait, qui sont capables de parler des produits minimalement aux clients.
on veut pas des super savants de la bière partout, là. C'est pas ça la réalité, mais on ne vendra pas dans des épiceries où il n'y a pas un chat qui connaît la bière, ou là, où il n'y a pas cette culture de micro qui est présente. Là. Fait que, grosso modo, c'est un peu ça, les paramètres. Oui, puis c'est une autre façon encore là d'être conséquent. Comme tu dis, d'envoyer ça parce que là, tout le monde aussi... Merci, Mathieu. Tout le monde, je pense... de plus en plus, il y a un marché, clairement. Puis je pense que les détaillants, comme n'importe qui d'autre, veulent essayer d'aller chercher une partie de ce marché-là, ce qui est tout à fait normal et correct. Après ça, est-ce que ton produit va être mieux représenté ou mis en valeur dans un détaillant de bière spécialisée du Québec versus... Je pense que oui. Là. Après ça, il y a des épiceries qui ont trouvé une façon d'avoir un coin qui donne une belle visibilité aux microbrasseries. Il ne faut pas toutes les mettre dans le même panier. Non, pas, absolument, absolument. Puis c'était pas ton intention non plus, puis j'avais compris, mais voilà, fait que je comprends qu'on essaie de choisir. La réalité, c'est que ça ne se vendra pas. Là. Si j'envoie mes bières dans un Maxi ou un Super C, ça sortira pas. C'est pas des produits qui sont, les plus cheap. Là. Non, clairement pas. La bière de micro coûte cher. Là, oui. Je veux dire, il y a si tu compares avec une 24 de canettes... Oui, c'est ça aussi. Nous, on est en bouteille, donc ça vient augmenter un petit peu plus le prix également. Ouais. Donc c'est ça. Il faut que ce soit mis en valeur, comme tu dis, et que la personne qui est là pour conseiller les clients, c'est ça, là, soit capable d'en parler. Simplement, après ça, évidemment, le client l'achète ou l'achète pas. Il fait ses propres choix, ouais. effectivement. Puis le client, je pense, je sais pas, je pense qu'il évolue aussi au fil du temps, puis il s'intéresse à ces produits-là, puis il veut découvrir, puis c'est dans l'air du temps aussi beaucoup ce retour-là au local, puis à défaut d'être fatigant, là, je m'excuse, mais les gens reviennent à ça, donc d'essayer peut-être de faire des choix plus, pas intelligents, mais qui sont plus conséquents, justement, puis qui encouragent des gens de notre région, mais après ça... Mais tu vois, depuis la COVID, les gens ont le droit de boire de la Coors Light s'ils veulent. Pardon? J'ai dit, les gens ont le droit de boire de la Coors Light s'ils veulent, puis c'est correct. Oui. Il y en a pour tout le monde. Absolument. Voilà. Mais je te dirais que depuis la COVID, il y a souci du local, là, d'encourager les entreprises ici là, qui a vraiment fait un bond. Tant mieux. C'était déjà existant avant, mais mais depuis la COVID, on a vraiment senti l'importance là, que les gens accordent à ce volet-là. Puis oui, tant mieux pour l'économie locale, parce qu'en bout de ligne, ça revient à nous tous, là. Absolument. Okay. Donc, oui, voilà. Ça va. Bon, je sais qu'on essaie de vivre le moment présent puis tout ça. Comme entreprise, dans vision à long terme, est-ce que c'est quoi le prochain projet pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose à venir, justement? Tu parlais, de peut-être augmenter, justement, passer de 10 à 20, de, rentabiliser cette terre-là, puis tout ça. Sinon, est-ce que... Je sais pas. Est-ce que vous avez un projet à venir? Manque pas de projet. Non, c'est ça, hein? Oui, ça, c'est le... Toujours en mouvement. Ça, c'est le défi de mon chum, de gérer ses projets. De se restreindre, finalement, parce qu'il y en a trop. Ben, c'est bon. Oui. Je te dirais que dans un futur moyen terme, c'est d'agrandir la bâtisse pour avoir un salon de dégustation fermé. Intérieur, oui. Parce que là, c'est le fun de la terrasse, mais c'est vraiment juste estival. En hiver, là, l'hiver dernier, on s'est gamiqué un petit coin boutique là, qui faisait la job de garder le contact avec les clients. Les clients qui aiment venir sur place, qui veulent venir puis jaser avec nous. Oui, c'est ça. Ah, oui. Donc, c'était important de garder ce contact-là. En même temps, c'était peut-être pas l'expérience client la plus sensationnelle de ce côté-là.
Donc c'est ça, agrandir pour avoir un salon de dégustation à l'année, ouvert à l'année, avec une vue sur le magnifique paysage c'est une bonne devant. idée, là, clairement. Comment? J'ai dit c'est une bonne idée, là, clairement. Là, écoute. Tu nous encourages. Ben oui, là, je vous encourage dans ce chemin, dans cette voie. Oui, donc il y a ça, c'est ça, les fermentaires, là, comme tu parlais, mais surtout avoir un chai en bonne et due forme. Ouais. Là, on a plus d'une trentaine de barriques là, qui sont dans l'entrepôt, qui sont bien placées et tout, mais on veut avoir un coin qui serait entièrement dédié là, à des fûts et surtout un foudre. Donc, à venir. On ne sait pas quelle taille, mais oui. En partant les foudres, moi, je suis vendu d'avance, mais bon, c'est ça. Reste à voir qu'est-ce qui va sortir de ça, mais bon, c'est ça. Comme on a dit dans d'autres pâtes, il y a une magie qui se passe aussi là, dans le foudre, là, à un moment donné, tu sais, mais... Puis sinon, la tête, tu sais, très jeune aussi, là, comme entreprise, il faut se le dire, là, 2 ans, fait que nécessairement, dans les premières années, je pense que tu n'as pas le choix d'être toujours en mouvement, tu sais, je veux dire, d'être toujours en construction ou en recherche d'avoir le projet ultime qui représente la vision que tu en avais, finalement. Tu sais, la terrasse, à moitié de l'été passé, peut-être que ça a été mis en place. Il n'y en avait pas avant. Là, Non, c'est ça. La terrasse, en fait, ça a été un peu notre réaction face à la COVID. Là, quand la COVID a commencé au mois de mars. On s'adapte. On n'avait pas 6 mois d'existence, là, ou à peu près. Donc, on n'était pas encore hyper connus. Moi, j'avais planifié plein de séances de dégustation un peu partout, chez les détaillants, les épiceries, tout ça, là, pour se faire connaître nos produits. Évidemment, il y avait plein de festivals là, qui étaient alignés. Et comme on le sait tous... On est en deuil. Oui, c'est ça. Donc, une fois qu'on a réalisé que ça ne se passerait pas, bien là, il fallait trouver une façon justement d'établir le contact là, avec les gens. Donc, si nous, on ne peut pas aller vers les gens, bien, OK, qu'est-ce qui reste? C'est que les gens viennent chez nous. Comme oui, on allait faire une terrasse, mais pas vite tout de suite, pas vite dans. Là, t'es comme, OK, ça prend une terrasse now. Ça a précipité, pardon, le projet. Oui, absolument. Donc, ça a donné ce que ça a donné. On est hyper contents du résultat dans le très peu de temps qu'on a eu pour réaliser ça. Écoute, c'est parfait, là, je veux dire. Puis bonne grandeur aussi de terrasse, il y a beaucoup d'espace quand même. Oui, c'est ça. On a la chance, évidemment, de ne pas être en ville, donc de ne pas être restreint par l'espace. Donc, je pense que les gens ont beaucoup apprécié ça l'été passé, surtout en mode confinement. Là, les gens voulaient sortir, voulaient prendre de l'air. Fait que ça... Il y a des vues pires que d'autres, on va se le dire. Je veux dire. On n'est pas à plaindre, honnêtement. Là. Non, je pense que les gens appréciaient. C'est ça. Je pense qu'on n'a pas de misère à s'imaginer passer la journée ici à jaser, puis à relaxer, puis à regarder le temps passer, finalement, puis en profiter. Mais bon, voilà. Fait que, super. Ben écoute, moi, je vais continuer de vous suivre, en tout cas, pour les projets à venir, puis tout ça. Puis j'encourage les gens à faire de même, tu sais. Je pense que ce serait pas mal ça. Écoute, je vais l'aborder quand même. On n'en parlera pas. Mais, tu sais, je me demandais... je réfléchis finalement parce que je pense trop, moi, dans la vie, mais de dire, les micros, c'est-tu un boys club? Est-ce que c'est plus difficile de se faire une place quand on est une femme? Est-ce que les gens ont des attentes différentes? Puis au final, tu sais, je pense que c'est pas vraiment important. Puis je pense que, comme on disait, ben les gens, ils font bien ce qu'ils veulent, puis ils vendront leurs produits comme ils veulent aussi, là, dans le sens que comme intervenant ou comme humain, point, ben je suis plus libre choix qu'autre chose, t'sais. Fait que si moi, ça m'intéresse pas, les gens qui vendent des produits d'une certaine façon ou en mettant de l'avant une certaine image, ben j'ai juste à ne pas les encourager, moi, j'ai ce pouvoir-là, puis après ça, ces gens-là, ils font ce qu'ils... Tu sais, c'est vivre et laisser vivre, finalement, puis je pense pas que ça ait d'impact, puis comme tu disais, dans cette culture-là d'utiliser une image qui est séduisante, mettons, pour vendre un produit. Je pense qu'au Québec, effectivement, on est moins pire, entre guillemets, si on se compare avec les États-Unis, comme tu disais. Puis fait que bref,
Voilà, puis je voulais pas tomber dans comme « Ah, on a une femme au podcast. Quelle est ton opinion? » J'en ai une pareille, là. J'en doute pas. J'en doute pas que tu as une opinion. Je peux te partager si tu veux, mais ouais. Ben oui, écoute, si tu veux l'aborder, tu sais. En fait, dans ton commentaire d'ouverture pour cette ouais. pour ce sujet-là, il y a 2 choses. C'est est-ce que le milieu brassicole est un boys club? Puis là, après ça, bon, tu sais, l'objectivation. Historiquement, la réponse, c'est oui, tu sais. Mais après ça, on n'est plus en 85 non plus, là. On est en 2020. Ouais. Je peux te dire que jusqu'à maintenant, moi, personnellement, je me suis pas retrouvée dans une situation où je sentais que je n'étais pas prise au sérieux parce que je suis une femme. Cela dit, je viens du milieu du droit où, historiquement, c'est le boys club par excellence, puis la politique. Donc... j'adore le parallèle. Oui, c'est pas quelque chose qui m'effraie, c'est quelque chose avec lequel je suis parfaitement à l'aise de dealer, entre guillemets, c'est-à-dire de prendre ma place. Là, c'est ça, j'allais dire. S'il y a un endroit où il faut que tu prennes une place, je pense qu'en droit, justement, dans ce que tu dégages, dans comment tu te positionnes par rapport au cas que tu as à défendre ou peu importe, j'imagine que ça prend des qualités que tu avais déjà pour être avocate, puis qui te servent encore aujourd'hui dans la façon d'aborder les gens ou de se présenter ou de maintenir des liens avec les partenaires aussi, parce que tu t'occupes des ventes, je crois. Oui. Quand tu as sollicité des gens, après ça, bien... Oui, non, c'est sûr que... Le genre, as-tu vraiment une importance au final quand on est rendu là? Je pense pas. Là. Non, mais c'est ça. Comme je t'ai dit, ça n'a pas donné que je me suis retrouvée dans une situation où, où je me sentais discriminée par rapport à mon genre. Cela dit, c'est pas impossible que ça se produise. Puis si ça se produit, bien, oui, la discrimination existe encore, comme le racisme, comme plein d'autres fléaux, si je peux dire. Mais ça, c'était un des volets. Puis l'autre volet, après ça, l'objectivation. L'objectivation, c'est ça le mot? Des femmes, en tout cas, le côté sexy des filles qui font... pour vendre la bière. Comme tu dis, c'est vivre et laisser vivre. Moi, personnellement, je le fais pas. S'il y en a qui le font, c'est leur choix. C'est très paternaliste, je crois, de vouloir dire à une fille ce qu'elle peut ou ne peut pas faire avec son corps. Ça, c'est bien, puis ça, c'est mal. Ouais. Voici, moi, je vais te dire la marche à suivre. Ouais, moi, je vais te dire comment te présenter. Je suis qui, moi, pour dire ça? Oui, exactement. Je suis... le libre arbitre là, existe pour chacun et je crois qu'il faut respecter ça. Comme tu dis, toi, ton pouvoir, c'est de le suivre, c'est d'embarquer là-dedans ou pas. Puis après chacun fait ce qu'il veut mais avec ça. Voilà. Mais... Tu veux une dernière bière avant de partir? On pourrait. On avait une troisième, juste pour toi. On y va. C'est la bière un peu dessert. Donc, une rousse de seigle. Oui. Rousse de seigle, mais édition Bourbon. Donc, si tu veux... Un petit produit barriqué. Ouais. Regarde. Approche ton verre. Non, il y a des fils ce bord-là. On est en train de pogner un coup de soleil d'un côté de la face. Oui, c'est ça. J'aime parler de la rousse de seigle en général parce qu'on ne s'alignait pas du tout pour faire de la rousse dans la vie. On trouvait que c'était un style qui était, entre guillemets, convenu, puis moins... En tout cas, qui nous parlait moins. Ouais. Blonde, rousse, brune. Oui, exactement. Là, les bières de couleur, on était comme... C'est pas vraiment nous. On va te prendre une blonde. Oui.
D'accord. Mais tu vois, quand on a ouvert la terrasse l'été passé et que les gens sont venus nous rencontrer puis essayer nos bières, il n'y a pas une journée où je me suis pas fait demander, tu sais, as-tu de la blanche, as-tu de la rousse? Pas une journée là, de terrasse, là, littéralement. Quand même. Là, on était comme, bon, on On s'est rassis. On s'est rassis. On était comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dit, bien, on va embrasser, mais on va embrasser, tu sais, à l'image de qui on est, là, à l'image de ce qu'on fait. Et donc, c'est ça. Ça a donné de la rousse de seigle. Le seigle, forcément, c'est le seigle qu'on a cultivé. Fait qu'il y a pas loin de 35 de seigle dans cette bière-là. Comme on sait, c'est pas une bière, c'est pas une céréale qui est facile à travailler. Oui. Puis, je t'interromps, dans le fond, il y a la rousse de seigle et cette version-ci qui est Bourbon. Là. Exactement. Okay, donc, c'est bon. c'est ça. Il y a la rousse de seigle standard, puis cette édition Bourbon, on a sorti il y a une couple de mois une nouvelle gamme de produits avec des étiquettes fort différentes. Là. Ça s'appelle la gamme opportuniste. Ouais. C'est des bières barriquées. Et une de ces bières-là, c'était la Bourbonne. Donc, la Bourbonne, c'était c'est une aile anglaise forte, 8-9 d'alcool, qu'on a mis, qu'on a affiné là, dans des fûts de Bourbon pendant 5-6 mois. OK. Et donc, c'est ça, lorsqu'on a vidé les fûts pour faire la Bourbonne, on avait ces fûts-là qui étaient dispo. Puis on avait une batch de rousse de seigle qu'on venait de finir. Fait que là, on s'est dit, OK, on va prendre une partie de la batch, puis on va la mettre là-dedans. Je pense qu'on peut, on peut donner une version un peu différente, mais quand même accessible de la rousse de seigle. Donc, c'est ce que ça a donné. Une rousse à la base, c'est assez... un petit côté sucre d'orge, mais plus le pain grillé, tout ça. Et là, ici, c'est ça, on retrouve... Un petit côté vanille, un petit côté bourbon, mais pas trop. On l'a juste mis 2 mois là, dans ces fûts-là. Oui, c'est ça. C'est présent parce qu'on le goûte, mais c'est pas aussi présent que dans la Bourbonne, justement. Et c'est une bière à 5 d'alcool. Là, donc, en fait, c'est exactement la même recette que la rousse de seigle, sauf que dans celle-ci, il y a un petit peu plus de houblon là, pour venir équilibrer l'extra saveur. Mais c'est ça. L'équilibre est super bien réussi. Là. C'est assez peintable pour ce que c'est par ailleurs. Oui, puis le mot de la semaine qui devient le mot du mois, le mouthfeel de cette bière-là est incroyable. Oui, hein, ça prend de la place en bouche, mais c'est pas over-empowering. Combien de pourcents, tu dis? Pardon? Combien de pourcentage? 5. Tu sais, d'avoir ce feeling-là à 5 d'alcool aussi, en tout cas, je pense que c'est quand même un tour de force, là. Super intéressant. En fait, on est étonné, oui et non, là, de l'intérêt là, que les gens ont pour cette bière-là. L'édition Bourbon... c'est de trouver le moyen de satisfaire une demande de la clientèle, puis de continuer d'être conséquent ou de faire quelque chose qui nous plaît à nous, d'aller chercher une petite touche différente de ce qu'est une rousse à la base. Oui, bien ça, c'est ce qu'on voulait faire avec la recette de base, là, la rousse de seigle tout seul. Ouais. Ça a donné une belle surprise. C'est quelque chose qui va revenir une fois par année, peut-être. Là, où, Je vous encourage à la ramener une fois par année. Mais écoute. Non, mais c'est très bon. Elle est fort appréciée, en tout cas. Oui, j'en doute pas. Ça finit bien. Absolument. Une conversation. Absolument. Puis je suis content parce que, en toute honnêteté, est-ce que c'est des bières vers lesquelles je vais moins habituellement par réflexe de consommateur, là, payeur, puis tout ça? Ben oui. Puis je suis content d'y goûter parce que ça élargit mes horizons, tu sais, justement. Puis. Oui, c'est ça, c'est facile de... Ben oui, puis j'ai un côté conservateur de dire, tu sais, quand... Et je le sais que je vais aimer ça. Fait que je paye pour. Fait que pourquoi je prendrais le risque de pas aimer, d'acheter quelque chose que j'aimerais pas, tu sais? Ouais. Fait qu'il faut que je me force, on dirait, à chaque fois que je fais des achats, d'aller sortir de mes habitudes, de ma zone de confort, de découvrir autre chose. Fait que je suis super content, puis... Encore là, toute honnêteté, c'est pour cette raison-là que la Bourbonne, j'y ai pas goûté, tu sais. Est-ce que j'aurais dû le faire? Bien, probablement, c'est moi qui ai le pire. Je boude mon plaisir parce que
je vais dans des trucs. Ouais, en même t'sais. temps, On a chacun ses goûts. On a X nombre de bières qu'on est capable de goûter, de déguster personnellement chacun. Là, fait on fait des choix, puis c'est bien correct. Voilà, absolument. Mais sinon, ben, merci encore, pour vrai. Merci à toi. Superbe rencontre. Belle entreprise, des beaux acteurs, ils sont gentils, la bière est bonne, la terrasse est belle, il fait beau. Là, j'allais dire, venez faire un tour en fin de... non, vous ne pouvez pas. Pas tout de suite, ben, pas écoute, encore. À moins qu'on sorte le podcast un peu plus tard, puis que dans 2 semaines, déjà, réouverture des terrasses, puis tout ça, zone orange. Mais bref, on aimerait ça, on le souhaite, mais sinon, les gens peuvent venir acheter des bouteilles, comme tu disais au début. Oui, pour emporter. Là. Vendredi, samedi ou samedi-dimanche? Samedi-dimanche. Samedi-dimanche, donc oui. Voilà. Puis sinon, ben distribuez un peu partout, gardez l'œil ouvert, mettez la main là-dessus si vous êtes capable, puis voilà. Un gros merci. Merci à toi. Je terminerai ça là-dessus. Ciao. À bientôt. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Peut-être juste mentionner l'adresse, étant donné que... Oh boy, je ne l'ai pas par cœur. La ferme, c'est situé à Shefford. C'est à Shefford, c'est au 101 Chemin Meunier. Génial. Donc, c'est ça, à Shefford. On n'a pas encore l'enseigne à l'entrée, mais ça s'en vient, là. Ben écoute, tu sais, moi, c'est la première fois que je venais aussi. Je suis très content de le découvrir. Puis le look, le visuel, quand tu arrives dans le bas du chemin... Ouais, je pense qu'on sait tout de suite que c'est là. Tu peux pas le manquer, tu sais. Puis il y a la houblonnière en premier. Ouais. Puis, tu sais, pour vrai, superbe endroit, là. Donc, voilà. Un gros merci, puis on se revoit à l'épisode 4, gang. Merci. Ciao.